Qui sont les plus grands guerriers de l'histoire de France? 2. Je vais vous en présenter 10. Bien sûr, il y en a plein d'autres, et si je ne parle pas de votre préféré dans cette vidéo, n'hésitez pas à le citer en commentaire ou à aller voir l'épisode précédent. Godefroy de Bouillon, né vers 1058 et mort en 1100, fut l'un des plus illustres guerriers de l'histoire de France et une figure emblématique de la première croisade. Issu d'une noble lignée, il était le fils d'Eustache de Boulogne et d'Ide de Boulogne, elle-même fille de Godefroy III de Lorraine. Sa carrière militaire commença au service de l'empereur germanique Henri IV, pour qui il combattit vaillamment. Cependant, c'est son rôle dans la première croisade qui allait le propulser au rang de héros légendaire. En 1095, répondant à l'appel du pape Urbain II, Godefroy vendit ou hypothéqua une grande partie de ses terres pour financer son expédition vers la Terre Sainte. Il prit la tête d'une importante armée de Lorrains et de Français du Nord, accompagné de ses frères Eustache et Baudouin. Le voyage vers Jérusalem fut long et périlleux. Godefroy se distingua lors de plusieurs batailles cruciales. À Nicée, en 1097, il joua un rôle important dans la défaite des Turcs seldjoukides. Lors du siège d'Antioche, en 1098, son commandement et sa bravoure furent déterminants pour maintenir le moral des troupes face aux difficultés. Mais c'est lors du siège de Jérusalem en 1099 que Godefroy démontra pleinement ses talents de stratège et de guerrier. Après un siège difficile, les croisés réussirent à prendre la ville. Selon la légende, Godefroy fut le premier à franchir les remparts de Jérusalem. Après la prise de la ville, Godefroy fut choisi pour diriger le nouveau royaume de Jérusalem. Néanmoins, refusant de porter une couronne d'or là où le Christ avait porté une couronne d'épines, il prit le titre d'avoué du Saint-Sépulcre plutôt que celui de roi. Pendant son court règne d'1 an, Godefroy consolida les conquêtes croisées, remportant notamment la bataille d'Ascalon contre les Fatimides d'Égypte. Il établit également les bases du royaume latin de Jérusalem, jetant les fondements d'une administration et d'un système juridique qui allait perdurer pendant près de 2 siècles. Godefroy de Bouillon est considéré comme l'un des plus grands guerriers de l'histoire de France pour plusieurs raisons. Son courage au combat était légendaire, inspirant ses hommes à accomplir des exploits extraordinaires. Ses talents de stratège et de commandement ont été cruciaux pour le succès de la première croisade. De plus, Godefroy incarnait l'idéal du chevalier chrétien, pieux, courageux et juste. Sa décision de refuser le titre de roi de Jérusalem témoigne de son humilité et de sa dévotion, qualités qui ont contribué à sa légende. Enfin, le rôle de Godefroy dans l'établissement du royaume de Jérusalem a eu un impact durable sur l'histoire du Moyen-Orient et des relations entre l'Europe et le monde musulman. Godefroy de Bouillon, par ses exploits militaires et son rôle dans la première croisade, s'est imposé comme l'un des plus grands guerriers de l'histoire de France. Guillaume II des Bar, né vers 1160 et mort en 1234, fut l'un des plus grands chevaliers et guerriers de son époque, marquant l'histoire militaire de la France médiévale. Issu d'une famille noble, Guillaume des Bar se distingua très tôt par ses prouesses au combat. Sa carrière militaire débuta sous le règne de Philippe Auguste, roi de France, dont il devint l'un des plus fidèles et valeureux lieutenants. L'une de ses premières grandes batailles fut le siège de Châteauroux en 1187, où il démontra sa bravoure et son habileté tactique. Cependant, c'est lors de la troisième croisade, de 1189 à 1192, que Guillaume des Bar allait véritablement forger sa légende. Pendant cette croisade, il participa au siège de Saint-Jean d'Acre, une bataille cruciale qui dura près de 2 ans. C'est là qu'il se mesura à Richard Cœur de Lion, roi d'Angleterre, lors d'un duel équestre. Bien que le combat se soit soldé par une égalité, la performance de Guillaume impressionna grandement ses contemporains, y compris Richard lui-même. À son retour en France, Guillaume des Bar continua à servir Philippe Auguste avec distinction. Il joua un rôle majeur lors de la bataille de Gisors en 1198, où il sauva la vie du roi français, renforçant ainsi sa réputation de protecteur royal. Mais c'est sans doute la bataille de Bouvines en 1214 qui consacra définitivement Guillaume des Bar comme l'un des plus grands guerriers de son temps. Dans ce conflit décisif, opposant la France à une coalition menée par l'empereur germanique Othon IV, Guillaume se distingua par sa bravoure et son efficacité au combat. Il contribua de manière significative à la victoire française, capturant notamment le comte de Salisbury et jouant un rôle clé dans la défaite de l'empereur. Par conséquent, il incarna l'idéal chevaleresque de son époque, alliant courage, force physique et sens de l'honneur. Aussi,
Guillaume des Barres se distingua par sa longévité au combat. Il resta actif militairement pendant plus de 4 décennies, servant 3 rois de France successifs, Philippe Auguste, Louis VIII et Louis IX. Cette carrière exceptionnellement longue témoigne de ses compétences martiales et de sa capacité à s'adapter aux évolutions de l'art de la guerre. Enfin, la réputation de Guillaume des Barres dépassa largement les frontières de la France. Il était respecté et craint par ses ennemis, y compris par des figures aussi imposantes que Richard Cœur de Lion. Ainsi, Guillaume des Barres, par ses exploits militaires, sa loyauté et sa longue carrière au service de la couronne française, s'est imposé comme l'un des plus grands guerriers de l'histoire médiévale de France. Son nom reste associé à l'âge d'or de la chevalerie française et aux victoires qui ont contribué à consolider le pouvoir royal au début du XIIIe siècle. Henri de la Tour d'Auvergne, vicomte de Turenne, est l'une des figures militaires les plus illustres de l'histoire de France. Né en 1611 dans une famille noble, il devint l'un des plus grands stratèges militaires du XVIIe siècle, servant sous Louis XIII et Louis XIV. Turenne commença sa carrière militaire très jeune, rejoignant l'armée à l'âge de 13 ans. Il fit ses premières armes lors de la guerre de 30 ans, où il se distingua par son courage et son sens tactique. Son ascension se poursuivit avec la bataille de Fribourg en 1644 et la bataille de Nordlingen en 1645, où il joua un rôle crucial dans les succès français. Ces victoires consolidèrent sa réputation et lui valurent d'être nommé maréchal de France. L'un des épisodes les plus marquants de sa carrière fut la campagne contre les Espagnols dans le nord de la France. En 1658, Turenne remporta la bataille des Dunes près de Dunkerque, une victoire décisive qui permit à la France d'annexer Dunkerque. Cette bataille est souvent citée comme un exemple classique d'utilisation efficace du terrain et des forces disponibles. Turenne fut également un acteur clé lors des guerres franco-néerlandaises. En 1672, il conduisit une campagne aux Pays-Bas, démontrant une fois encore son génie stratégique. Sa capacité à mener des campagnes hivernales, notamment en traversant le Rhin en plein hiver en 1672, lui valut l'admiration de ses contemporains. Néanmoins, c'est lors de la campagne d'Alsace, en 1674 et 1675, que Turenne prouva définitivement son génie militaire. Face à une armée impériale supérieure en nombre, il utilisa des tactiques innovantes pour harceler et diviser l'ennemi. Sa victoire à la bataille de Turckheim en 1675 fut un chef-d'œuvre tactique qui repoussa les forces impériales hors d'Alsace. Malheureusement, Turenne trouva la mort cette même année lors d'une reconnaissance près de Sasbach. Sa disparition fut un choc pour la France, et même ses ennemis saluèrent la perte d'un grand capitaine. Henri de la Tour d'Auvergne est donc un grand guerrier, non seulement de par ses nombreuses victoires, mais aussi pour sa capacité à innover sur le champ de bataille. Son approche flexible et adaptative des campagnes militaires a influencé les stratégies bien au-delà de son époque. De plus, son caractère intègre et sa loyauté envers le roi ont fait de lui un modèle. En résumé, Turenne s'est imposé comme l'un des plus grands stratèges militaires grâce à son génie tactique, son courage personnel et son dévouement à la France. René du Guay-Trouin, né en 1673 à Saint-Malo, s'est imposé comme l'un des plus grands marins et corsaires de l'histoire de France. Issu d'une famille de négociants et d'armateurs, il fut destiné à une carrière ecclésiastique avant que sa passion pour la mer ne l'emporte. Sa carrière de corsaire débuta à l'âge de 18 ans, lors de la guerre de la Ligue d'Augsbourg. Dès ses premières expéditions, du Guay-Trouin démontra un talent exceptionnel pour la navigation et le combat naval. L'un de ses faits d'armes les plus célèbres fut sa spectaculaire évasion de la prison de Plymouth en 1694. Capturé par les Anglais, il réussit à s'échapper et à rejoindre la France, renforçant ainsi sa réputation de marin intrépide et ingénieux. Pendant la guerre de succession d'Espagne, du Guay-Trouin multiplia les succès. En 1707, il remporta une victoire éclatante contre une flotte anglaise au large de Lisbonne, capturant plusieurs navires ennemis. Mais son exploit le plus retentissant fut sans doute la prise de Rio de Janeiro en 1711. À la tête d'une escadre de 17 navires, il réussit à s'emparer de cette ville fortement défendue, infligeant un coup sévère aux intérêts portugais et ramenant un butin considérable. Du Guay-Trouin ne se contentait pas d'être un corsaire audacieux, il était aussi un fin stratège. Ses tactiques innovantes et sa capacité à mener des opérations complexes lui valurent l'admiration de ses contemporains, y compris de ses ennemis. En reconnaissance de ses services,
Louis XIV l'anoblit et le nomma commandeur de l'Ordre de Saint-Louis. Plus tard, il fut nommé lieutenant général des armées navales, l'une des plus hautes distinctions de la marine française. Ce qui fait de Duguay-Trouin un grand guerrier de l'histoire de France, c'est non seulement ses nombreuses victoires, mais aussi son impact sur la stratégie navale française. Il contribua grandement à l'évolution des tactiques de guerre en mer et à l'amélioration de la construction navale. En plus, Duguay-Trouin incarnait les valeurs de courage, d'audace et de patriotisme. Ses mémoires, publiées après sa mort, inspirèrent de nombreux marins et contribuèrent à forger l'image romantique du corsaire français. Enfin, ses exploits eurent un impact significatif sur le plan diplomatique et économique, affaiblissant les ennemis de la France et rapportant des richesses considérables au royaume. René Duguay-Trouin, par ses exploits maritimes, son génie tactique et son dévouement à la France, s'est imposé comme l'un des plus grands guerriers de l'histoire navale française, faisant de lui une figure emblématique de la marine française. Antoine Charles-Louis de La Salle, né en 1775 à Metz, est l'une des figures les plus emblématiques de la cavalerie française sous le Premier Empire. Surnommé le roi des hussards, il est célèbre pour sa bravoure et ses exploits militaires qui ont marqué l'histoire de France. Issu d'une famille noble, La Salle entra très jeune dans l'armée, rejoignant le régiment d'infanterie d'Alsace à l'âge de 11 ans. Sa carrière militaire prit véritablement son essor pendant les guerres révolutionnaires, où il se distingua par son audace et son talent naturel pour le commandement. L'une des premières grandes batailles où La Salle se fit remarquer fut la bataille de Rivoli, en 1797. Sous les ordres du général Bonaparte, il joua un rôle crucial dans la victoire française en menant une charge décisive qui brisa les lignes autrichiennes. La Salle continua à s'illustrer lors des campagnes napoléoniennes. En 1805, pendant la campagne d'Allemagne, il participa à la bataille d'Austerlitz, où sa cavalerie contribua à la déroute des forces austro-russes. Sa capacité à mener des charges audacieuses et à exploiter les faiblesses de l'ennemi fit de lui un atout précieux pour Napoléon. Cependant, c'est lors de la campagne d'Espagne que La Salle se distingua particulièrement. En 1808, il remporta une victoire éclatante à Medina de Rio Seco contre les forces espagnoles, renforçant ainsi le contrôle français sur la région. Sa capacité à prendre des décisions rapides et efficaces sur le champ de bataille lui valut l'admiration de ses pairs et le respect de ses ennemis. Malheureusement, la carrière brillante de La Salle fut brutalement interrompue lors de la bataille de Wagram en 1809. Il fut tué alors qu'il menait une charge contre les forces autrichiennes. Sa mort fut un coup dur pour l'armée française et pour Napoléon lui-même, qui perdit l'un de ses généraux les plus talentueux et charismatiques. Son audace au combat et son commandement inspirant ont souvent fait pencher la balance en faveur des Français lors des batailles cruciales. Il incarnait l'esprit chevaleresque et le panache qui caractérisait la cavalerie napoléonienne. La Salle était connu pour son humanité envers ses hommes et son sens du devoir. Il était respecté non seulement pour ses compétences militaires, mais aussi pour son caractère généreux et loyal. Antoine Charles-Louis de La Salle a marqué l'histoire militaire française grâce à ses exploits héroïques et son dévouement inébranlable à sa patrie. Son nom reste associé aux valeurs d'honneur et de bravoure qui définissent l'idéal du cavalier français sous Napoléon. Robert Surcouf, né en 1773 à Saint-Malo, s'est imposé comme l'un des plus célèbres corsaires français et un héros national. Issu d'une famille de marins, il développa très tôt une passion pour la mer et l'aventure. La carrière de Surcouf débuta véritablement en 1795 lorsqu'il a obtenu sa première lettre de marque l'autorisant officiellement à attaquer les navires ennemis au nom de la France. Dès lors, il enchaîna les exploits maritimes qui allaient forger sa légende. L'un de ses faits d'armes les plus célèbres fut la capture du navire britannique Kent en 1800. Commandant le Confiance, un navire bien plus petit, Surcouf réussit à s'emparer du Kent après un combat acharné, démontrant son audace et son habileté tactique. Cette victoire lui valut une renommée internationale et plus tard le surnom de Tigre des mers. Surcouf se distingua également lors de nombreuses autres batailles navales. En 1796, il captura le Triton, un navire de la Compagnie britannique des Indes orientales avec seulement 19 hommes d'équipage. Ce qui faisait la force de Surcouf, c'était sa capacité à utiliser la ruse et l'effet de surprise. Il excellait dans l'art de dissimuler la véritable nature de son navire, se faisant passer pour un navire marchand inoffensif avant de révéler sa puissance de feu, au dernier moment. Surcouf ne se contentait pas d'être un corsaire redoutable, il était aussi un fin stratège. Il comprenait parfaitement les enjeux géopolitiques de son époque et utilisait ses talents pour servir les intérêts de la France
notamment en perturbant le commerce britannique dans l'océan Indien. Ainsi, ces exploits contribuèrent grandement à affaiblir la puissance navale britannique et à maintenir la présence française dans les mers lointaines. De plus, Surcouf incarnait les valeurs de courage, d'audace et de patriotisme. Malgré les offres alléchantes des Britanniques, il resta toujours fidèle à la France. Son sens de l'honneur et sa générosité envers ses équipages en faisaient un commandant respecté et admiré. Enfin, les actions de Surcouf eurent un impact économique significatif. Les prises qu'il ramena enrichirent considérablement sa ville natale de Saint-Malo et contribuèrent à l'effort de guerre français. Pour résumer, Robert Surcouf, par ses exploits maritimes, son génie tactique et son dévouement à la France, s'est imposé comme l'un des plus grands guerriers de l'histoire navale française. Son audace légendaire et ses victoires contre des forces souvent supérieures en ont fait un héros national, incarnant l'esprit d'aventure et de bravoure de la marine française. Charles-Louis Dupin, né en 1814 à Lagresse, est une figure militaire notable de l'histoire de France, particulièrement reconnue pour son rôle pendant la guerre de Crimée et les campagnes coloniales en Algérie et au Mexique. Issu d'une famille modeste, Dupin gravit les échelons de l'armée française grâce à sa détermination et ses compétences militaires. Il débuta sa carrière militaire en intégrant l'école spéciale militaire de Saint-Cyr, où il se distingua par son intelligence et son sens du devoir. Après avoir terminé ses études, il fut affecté en Algérie, où la France menait une campagne de colonisation. C'est là que Dupin fit ses premières armes, participant activement aux opérations contre les tribus locales. Sa capacité à mener des actions rapides et efficaces lui valut rapidement une promotion. La guerre de Crimée, de 1853 à 1856, fut un tournant majeur dans la carrière de Dupin. Il y servit avec distinction, notamment lors du siège de Sébastopol, une opération cruciale qui visait à affaiblir la puissance russe dans la région. Dupin se montra un officier compétent et audacieux, capable de prendre des décisions stratégiques sous pression. Son rôle dans cette campagne renforça sa réputation au sein de l'armée française. Il joua également un rôle important lors de l'expédition française au Mexique de 1861 à 1867. Nommé colonel en 1862, il se distingua particulièrement lors du siège de Puebla en 1863. Dupin commanda la contre-guérilla française, une unité spéciale chargée de lutter contre les guérilleros mexicains fidèles au président Benito Juárez. Ses méthodes brutales et efficaces lui valurent le surnom « Diable rouge ». Dupin mena de nombreuses opérations dans les régions de Tampico et de Tuxpan, pacifiant temporairement ces zones au profit des forces françaises et impériales mexicaines. Bien que controversé pour sa dureté, Dupin fut reconnu comme un officier compétent et déterminé, contribuant significativement aux efforts français au Mexique jusqu'au retrait des troupes en 1867. Il était connu pour sa capacité à inspirer ses hommes et à maintenir leur morale, même dans les situations les plus difficiles. Sa carrière exemplaire illustre le rôle crucial des officiers français dans les campagnes coloniales du XIXe siècle. Aussi, Dupin était respecté, non seulement pour ses compétences militaires, mais aussi pour son sens de l'honneur et sa loyauté envers la France. Il incarna les valeurs militaires françaises traditionnelles tout en adaptant ses stratégies aux nouvelles réalités des guerres coloniales. Georges Guynemer, né le 24 décembre 1894 à Paris et disparu en vol le 11 septembre 1917, fut l'un des plus célèbres as de l'aviation française pendant la Première Guerre mondiale. Son parcours exceptionnel et son courage inébranlable en ont fait une figure emblématique de l'histoire militaire française. Issu d'une famille aisée, Guynemer tenta de s'engager dans l'armée dès le début de la guerre en 1914, mais fut refusé en raison de sa constitution fragile. Déterminé à servir son pays, il parvint finalement à intégrer l'aviation comme élève mécanicien. Sa passion pour le vol et ses talents naturels lui permirent de devenir rapidement pilote. Guynemer remporta sa première victoire aérienne le 19 juillet 1915, marquant le début d'une carrière exceptionnelle. Il se distingua rapidement par son audace et son habileté au combat, accumulant les victoires contre les avions ennemis. Son courage et son sens du devoir étaient légendaires, n'hésitant pas à affronter des adversaires plus nombreux ou mieux équipés. Parmi ses faits d'armes les plus remarquables, on peut citer la journée du 25 mai 1917 où il abattit 4 avions ennemis en moins de 2 heures. Cette performance extraordinaire lui valut d'être cité à l'ordre de l'armée et contribua à renforcer sa légende. Guynemer participa à de nombreuses batailles aériennes cruciales, notamment pendant la bataille de Verdun
et l'offensive du Chemin des Dames. Son escadrille, la célèbre Cigogne, joua un rôle clé dans la suprématie aérienne française sur le front occidental. Ce qui fait de Georges Guynemer un grand guerrier de l'histoire de France, c'est non seulement son palmarès impressionnant de 53 victoires homologuées, mais aussi son dévouement total à la cause de son pays. Il incarnait l'esprit chevaleresque des premiers as de l'aviation, alliant bravoure, sens de l'honneur et patriotisme. De plus, Guynemer était constamment à la recherche d'innovations techniques pour améliorer les performances des avions. Il travaillait en étroite collaboration avec les ingénieurs pour perfectionner les appareils, contribuant ainsi à l'évolution rapide de l'aviation militaire. La disparition de Guynemer en plein vol à l'âge de 22 ans ajouta une dimension tragique et héroïque à sa légende. Son corps ne fut jamais retrouvé, renforçant le mythe du héros immortel. Georges Guynemer, par ses exploits aériens, son courage exceptionnel et son dévouement à la France, s'est imposé comme l'un des plus grands guerriers de l'histoire du pays. Son nom reste synonyme de bravoure et d'excellence dans l'aviation militaire française. Sa devise, « Faire face », illustre l'esprit de détermination et de sacrifice qui caractérisait les héros de la Grande Guerre. Roger Vandenberghe, je crois que ça se prononce comme ça, né en 1927 à Paris et mort au combat en 1952 en Indochine, fut l'un des soldats les plus remarquables et controversés de la guerre d'Indochine. Son parcours exceptionnel et ses méthodes non conventionnelles en ont fait une figure emblématique de ce conflit. Issu d'un milieu modeste, Vandenberghe s'engagea dans l'armée française à l'âge de 18 ans, juste après la Seconde Guerre mondiale. Il fut rapidement envoyé en Indochine, où il se distingua par son courage et son efficacité au combat. Vandenberghe se fit connaître par sa capacité à mener des opérations de contre-guérilla particulièrement efficaces contre le Viet Minh. Il créa et dirigea une unité spéciale appelée Commando Vandenberghe, composée principalement de soldats vietnamiens ralliés. Cette unité se spécialisa dans l'infiltration des lignes ennemies et les opérations de renseignement. Vandenberghe participa à de nombreuses batailles et opérations tout au long de la guerre d'Indochine. Il comprit rapidement que la guerre en Indochine ne pouvait être gagnée par des méthodes conventionnelles et développa des tactiques innovantes de contre-insurrection. De plus, Vandenberghe était connu pour son commandement charismatique et sa capacité à inspirer la loyauté de ses hommes, y compris les soldats vietnamiens qui formaient la majorité de son unité. Sa connaissance approfondie du terrain et de la culture locale lui permettait de mener des opérations avec une efficacité redoutable qui lui valut le surnom de Tigre Noir. Cependant, les méthodes de Vandenberghe étaient aussi controversées. Il était accusé d'utiliser des tactiques brutales et de ne pas toujours respecter les conventions de guerre, ce qui lui valut des critiques au sein même de l'armée française. Vandenberghe trouva la mort au combat en janvier 1952 lors d'une embuscade tendue par le Viet Minh. Sa disparition fut un coup dur pour l'armée française, qui perdit l'un de ses commandos les plus efficaces. Roger Vandenberghe, malgré la controverse qui entoure son nom, reste considéré comme l'un des soldats les plus efficaces de la guerre d'Indochine. Son adaptation aux méthodes de guérilla, son commandement et son courage en ont fait une figure marquante de ce conflit. Bien que sa carrière ait été brève, son impact sur les tactiques de contre-insurrection et son efficacité au combat lui assurent une place dans l'histoire militaire française du XXe siècle. À noter qu'il est le sous-officier le plus décoré de l'armée de terre du XXe siècle, avec 18 citations et 8 blessures. Marcel Bijard, né en 1916 à Toul et décédé en 2010, fut l'un des officiers les plus emblématiques et respectés de l'armée française du XXe siècle. Sa carrière militaire exceptionnelle s'étend sur près de 3 décennies et couvre 3 conflits majeurs. Bijard s'engaga dans l'armée en 1936 comme simple soldat. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il fut capturé par les Allemands en 1940, mais s'évada et rejoignit la résistance. En 1944, il participa aux opérations de libération de la France avec les forces françaises libres. C'est pendant la guerre d'Indochine, de 1946 à 1954, que Bijard se forgea une réputation de combattant exceptionnel. Il commanda le 6e bataillon de parachutistes coloniaux et se distingua lors de nombreuses opérations. En 1952, il mena une opération à To Lay, résistant pendant plusieurs jours à des forces Viet Minh largement supérieures en nombre. En 1954, il participa à la bataille de Dien Bien Phu, où il fit preuve d'un courage et d'un commandement remarquables malgré la défaite finale. Pendant la guerre d'Algérie, de 1954 à 1962, Bijard continua à se distinguer. Il joua un rôle crucial lors de la bataille d'Alger en 1957, utilisant des méthodes controversées, mais efficaces de contre-insurrection.
Il était connu pour partager les dangers et les privations de ses hommes, gagnant ainsi leur respect et leur loyauté. Sa capacité à s'adapter aux différents types de conflits, de la guerre conventionnelle à la contre-insurrection, était remarquable. Bijard était également un innovateur en matière de tactique militaire. Il développa des techniques de combat adaptées aux guerres asymétriques qui influencèrent profondément la doctrine militaire française. De plus, sa longévité et sa progression dans la hiérarchie militaire de simple soldat à général de corps d'armée témoignent de ses compétences exceptionnelles et de son dévouement à l'armée française. Néanmoins, la carrière de Bijard n'est pas exempte de controverses, notamment concernant l'utilisation de la torture pendant la guerre d'Algérie. Marcel Bijard, par son parcours exceptionnel, son courage, son commandement et son influence sur la doctrine militaire française, s'est imposé comme l'un des plus grands guerriers de l'histoire de France du XXe siècle. Son héritage continue d'influencer l'armée française aujourd'hui, faisant de lui une figure incontournable de l'histoire militaire française. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez aller voir le premier épisode qui s'affiche à l'écran. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner pour plus de récits captivants et terrifiants. Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui et à bientôt!